Un gladiateur entre dans l'arène sans ennemi devant lui. Le véritable combat se trouve dans son esprit, le doute qui le retient, la peur qui le paralyse, le désir qui le distrait. Il n'a pas besoin d'épée ni de bouclier, il a besoin de fermeté intérieure. C'est le champ de bataille où se définit qui gouverne sa vie et qui devient esclave de ce qu'il ressent. Cette vidéo ne parle pas de fioritures ni de jolis mots, mais d'entraîner l'esprit avec des pratiques stoïciennes applicables chaque jour. Le stoïcisme n'est pas un vieux concept coincé dans les livres, c'est une carte pour résister, contrôler les émotions, transformer l'inconfort en force et arrêter de dépendre de ce que les autres disent, donnent ou enlèvent. La force mentale n'arrive pas par chance ni par héritage, elle se forge à base de discipline, de décisions difficiles, de rejet de ce qui vous affaiblit et d'acceptation de ce qui vous met mal à l'aise. Celui qui cherche un confort constant finit par se briser au premier coup de la vie. Celui qui entraîne son esprit devient indomptable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils communs, ce sont des armes. Et si vous décidez de les utiliser sérieusement, vous cesserez de vivre comme une victime de vos pensées et commencerez à marcher comme le maître de votre destin. 1. Ne réprime pas tes émotions, observe-les et dirige-les avec intention. Une rivière débordante détruit tout sur son passage, mais une rivière avec un cours défini devient une source de vie, d'énergie et de mouvement. C'est ainsi que fonctionnent les émotions dans l'esprit. Lorsque tu les réprimes, le courant stagne, s'empoisonne et finit par s'infiltrer dans des endroits inattendus, endommageant silencieusement ton intérieur. Mais lorsque tu leur donnes une direction, elles se transforment en force créatrice, en élan qui nourrit ton caractère et renforce ta volonté. La plupart des gens craignent leurs émotions parce qu'ils les confondent avec la faiblesse, comme si ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur était un signe d'échec. En réalité, la faiblesse réside dans le déni de ce que tu ressens, dans le fait de couvrir de silence ce qui brûle à l'intérieur. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de froid ou d'insensible, c'est quelqu'un capable de reconnaître chaque émotion, de l'observer avec fermeté et de lui donner un cours qui le pousse vers l'avant plutôt que de le tirer vers le bas. Pense à la colère, par exemple. Si tu la réprimes, elle s'accumule jusqu'à ce qu'elle explose au moment le moins opportun, laissant des cicatrices dans tes relations et ta conscience. Si tu la laisses libre sans contrôle, elle devient une violence aveugle qui détruit ce que tu aimes. Mais si tu l'observes, la comprends et la canalises, cette même colère devient une énergie pour établir des limites, pour défendre ce qui t'appartient, pour construire à partir de la force plutôt que de détruire à partir de la fureur. Il en va de même pour la tristesse. Ce n'est pas un ennemi que tu dois faire taire, c'est un maître qui te rappelle ce que tu valorises, ce que tu as perdu, ce que tu as besoin de guérir. Lorsque tu la nies, elle se transforme en apathie et en vide. Lorsque tu l'acceptes et lui donnes de l'espace, elle devient clarté et élan pour te relever avec plus de force. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne doivent pas gouverner l'homme, mais elles ne doivent pas non plus être enterrées comme si elles n'existaient pas. La clé est dans la direction. Observer n'est pas la même chose que réprimer. Observer, c'est rester présent au milieu du tourbillon et avoir le courage de te demander quel message apporte cette émotion. Réprimer, c'est prétendre que rien ne se passe alors que tu te consumes de l'intérieur. La première attitude te renforce, la seconde te détruit en silence. Si tu veux un esprit fort, tu dois traiter tes émotions comme des signaux sur une carte. La peur te dit où sont les limites que tu dois franchir. La colère indique où ta dignité a été touchée. La joie te montre où se trouve ce qui te nourrit. La tristesse révèle ce qui doit être guéri. Chaque émotion a un message. Et lorsque tu apprends à l'écouter au lieu de le fuir, tu commences à vraiment maîtriser ton esprit. L'autocontrôle n'est pas éteindre le feu, c'est apprendre à le diriger pour qu'il chauffe sans brûler, pour qu'il éclaire sans détruire. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter un instant lorsqu'une émotion forte apparaît. Ne fuis pas, ne la couvre pas, ne la cache pas. Demande-toi fermement, qu'est-ce que cela veut me montrer ?
Que puis-je faire avec cette énergie pour grandir plutôt que tomber? Respire profondément, observe ce que tu ressens et choisis avec intention le cours que tu lui donneras. Au début, ce sera inconfortable, car l'esprit est entraîné à réagir automatiquement, mais chaque fois que tu réussiras à diriger ton émotion au lieu de la laisser te diriger, tu auras remporté une bataille interne. Celui qui réprime ses émotions vit comme un champ de mines, prêt à exploser. Celui qui les observe et les conduit devient une rivière qui avance avec force vers sa destination. Si tu veux être vraiment fort, ne cache pas ce que tu ressens, ne te trompe pas avec un faux calme. 2. Utilise ce que les autres éveillent en toi comme un miroir pour guérir. Quand quelqu'un touche une blessure ouverte, ça ne fait pas mal à cause de ce qu'il fait, ça fait mal parce que c'était déjà là. Il en va de même pour les émotions que les autres provoquent en toi. La moquerie qui t'enflamme, l'indifférence qui te blesse, l'arrogance qui te dérange, ne naissent pas à cet instant. Elles révèlent simplement ce que tu n'as pas encore guéri. Les gens deviennent des miroirs, même s'ils ne le cherchent pas, et leur reflet peut être brutalement honnête. Beaucoup préfèrent blâmer l'autre et détourner le regard, comme si la réaction ne leur appartenait pas. Cependant, un stoïcien comprend que chaque émotion enflammée est une occasion de se regarder à l'intérieur. Cette colère soudaine, cette tristesse inattendue, ce sentiment d'infériorité, tout pointe vers des coins internes qui ont encore besoin de travail. Ce que tu rejettes le plus à l'extérieur, c'est souvent ce que tu évites le plus d'affronter à l'intérieur. Pense-y, l'arrogance de quelqu'un peut te déranger parce qu'elle réveille ton insécurité. La critique injuste peut faire mal parce que tu cherches encore la validation. L'indifférence de l'autre peut te toucher parce que tu dépends encore de l'attention extérieure. La vie met devant toi des personnes qui activent ces fibres sensibles, non pas pour te punir, mais pour te montrer ce que tu dois renforcer. L'erreur est de réagir sans conscience. Quand tu exploses contre quelqu'un qui t'irrite, tu perds en réalité le contrôle sur toi-même. Quand tu fuis l'inconfort, tu prolonges la blessure, mais quand tu choisis d'observer, quand tu te demandes « qu'est-ce que cela me révèle sur moi ?», tu transformes la provocation en un entraînement de caractère. C'est ce qui distingue celui qui se laisse emporter de celui qui se forge avec ce qu'il vit. Il ne s'agit pas de justifier ceux qui agissent mal. Les gens peuvent être injustes, blessants ou manipulateurs, et c'est une réalité. Mais ta réaction reste la tienne, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Celui qui te provoque te donne le miroir de ton impatience. Celui qui te fait te sentir petit expose ta dépendance à l'approbation. Celui qui t'ignore t'enseigne combien tu valorises encore la validation externe. Si tu apprends à utiliser chaque miroir, rien de ce que les autres font n'aura le contrôle sur ton intérieur. Guérir signifie accepter que les émotions qui apparaissent sont les tiennes et que les affronter te libère. Chaque insulte peut se transformer en force si tu ne l'utilises pas pour te couler, mais pour renforcer ta dignité. Chaque critique peut devenir une discipline si tu choisis d'apprendre plutôt que de réagir. Chaque trahison peut être la leçon de limite qui te manquait. Si tu ne prends pas la leçon, tu répéteras le cycle. Si tu apprends, tu grandis. L'entraînement stoïcien consiste à tourner la question. Arrête de te demander « pourquoi me fait-il cela ?» et commence à te demander « qu'est-ce que cela éveille en moi et pourquoi ?» Ce changement de perspective est brutal, car il te force à prendre tes responsabilités, mais il est aussi libérateur, car il te rend le contrôle. C'est ainsi que l'inconfort se transforme en maître. Le monde ne cessera pas de te mettre face à des personnes difficiles. Croire que tout l'environnement doit s'adapter à toi est une illusion. Ce que tu peux faire, c'est décider comment utiliser ce que ces personnes éveillent en toi. Celui qui apprend à voir dans le miroir cesse de vivre en réaction constante et commence à vivre en maîtrise consciente. C'est la différence entre un prisonnier émotionnel et quelqu'un qui construit une force mentale. Regarde le reflet en face, même si cela dérange. C'est là que commence vraiment la guérison et tu vas progressivement t'améliorer. 3. Embrasse l'inconfort du changement comme moteur de ton évolution.
Le métal ne devient une épée qu'en traversant le feu et en supportant les coups du marteau. Sans chaleur ni coup, il resterait un simple morceau de fer inutile. Il en va de même pour l'esprit. Il ne se renforce que lorsqu'il est exposé à l'inconfort et confronté aux épreuves qui dérangent. Vouloir grandir sans douleur, c'est comme vouloir forger une épée sans feu. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Le changement fait mal parce qu'il brise les schémas, exige des efforts et oblige à abandonner ce qui est connu. Mais c'est cette douleur même qui te transforme. La majorité des gens vivent prisonniers de leur zone de confort, croyant y trouver la sécurité, alors qu'il s'agit en réalité d'un piège. Le confort endort, fige, maintient dans un état de faiblesse déguisé en paix. Le jour où la vie frappe fort, ceux qui ont toujours évité l'inconfort tombent au premier choc, car ils n'ont jamais entraîné leur résilience. En revanche, celui qui choisit de traverser l'inconfort en pleine conscience apprend à l'utiliser comme salle d'entraînement du caractère. Chaque situation difficile devient une occasion de tremper la volonté, de grandir en silence pendant que d'autres abandonnent. Le stoïcisme enseigne que le changement ne doit pas être craint, mais accepté comme une partie inévitable de la vie. Tout change. Ton corps, tes relations, tes circonstances, même tes pensées. Résister à ce flux, c'est lutter contre l'impossible. Embrasser l'inconfort qu'il génère, c'est transformer le processus en moteur d'évolution. Lorsque tu t'exposes délibérément à ce qui dérange, tu entraînes ton esprit à ne pas fuir, à résister et à ressortir plus fort de chaque épreuve. Pense au quotidien. Se lever tôt alors que ton corps réclame encore du sommeil, s'entraîner alors que ton esprit supplie de se reposer, étudier quand tu préférerais perdre ton temps, affronter des conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque acte d'inconfort conscient est une brique qui construit la discipline. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens pratiquaient l'austérité, le jeûne, l'exposition au froid ou à la chaleur. Ils comprenaient qu'en entraînant le corps et l'esprit à l'adversité, ils se préparaient à supporter l'inévitable. Le changement est toujours inconfortable car il t'arrache l'illusion de contrôle. Tu veux que tout reste identique parce que tu crois avoir du pouvoir sur ce que tu connais, mais c'est un mensonge. La vie change avec ou sans ton consentement, et celui qui ne s'adapte pas se brise. Si tu choisis d'embrasser l'inconfort du changement, tu transformes ce qui est une tragédie pour d'autres en levier de croissance. Une perte peut t'enseigner la résilience, un échec peut te révéler de nouvelles stratégies, un rejet peut t'encourager à renforcer ta valeur intérieure. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque tu l'acceptes comme une étape du chemin. Ne confonds pas l'inconfort avec une souffrance éternelle. L'inconfort est le signe que tu quittes l'ancien pour entrer dans le nouveau. C'est le corps qui tremble en s'adaptant à l'effort. C'est l'esprit qui résiste à l'inconnu avant de s'élargir. La souffrance inutile, c'est de rester immobile, à résister l'inévitable, à répéter les mêmes erreurs par peur de lâcher prise. Le changement viendra toujours, que tu le veuilles ou non. Ta décision est simple. L'utiliseras-tu pour te renforcer ou le laisseras-tu te détruire? La pratique stoïque est claire. Recherche consciemment l'inconfort. Donne-toi de petits défis chaque jour. Fais ce que tu sais difficile, même si tu n'en as pas envie. Expose ton esprit au silence quand l'anxiété te pousse au bruit. Dis la vérité, même si ta voix tremble. 4. Trouve toujours la leçon cachée dans la difficulté. Les montagnes les plus hautes cachent leur trésor au sommet, pas à la base. Pour les atteindre, tu dois grimper, transpirer, trébucher et résister au froid. Il en va de même pour les moments difficiles. Ce qui est précieux n'est jamais à la surface de la douleur, mais caché derrière l'expérience. Celui qui ne voit que l'obstacle reste à la base en se plaignant du poids de la montée. Celui qui décide de grimper trouve l'enseignement qui le rend plus fort. La vie ne pardonne pas, elle frappe sans prévenir. Un jour, tu as tout sous contrôle, et le lendemain, ce que tu croyais sûr s'effondre. La réaction commune est de résister, de maudire, de se demander pourquoi. Mais un stoïcien comprend que cette question ne change rien. Ce qui change, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?»
Qu'est-ce que cette chute me montre que je ne voyais pas avant? Cette question est la différence entre rester brisé ou sortir renouvelé. Les difficultés sont comme des miroirs déformants. Si tu n'as pas de calme, tu ne vois que la souffrance. Si tu développes la conscience, tu vois l'opportunité de croissance qui était cachée. La trahison t'apprend à mettre des limites plus claires. La perte te rappelle combien tout est fragile et combien il est urgent de valoriser le présent. L'échec t'oblige à ajuster ta stratégie et à travailler avec plus de discipline. Même la douleur la plus aiguë apporte une graine de sagesse qui ne germe que si tu as le courage de la chercher. L'erreur la plus courante est de fuir l'apprentissage caché. Beaucoup vivent en répétant les mêmes chutes parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre. Ils trébuchent sur la même pierre parce qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi elle était sur leur chemin. En revanche, celui qui affronte la difficulté avec un regard stoïcien l'utilise comme un entraînement. Pense à ceux qui ont surmonté des tragédies. Ils ne sont pas devenus forts parce qu'ils ont évité la douleur, mais parce qu'au milieu de celle-ci, ils ont décidé de se demander quelles leçons ils pouvaient tirer de cette obscurité. Quelqu'un qui perd le matériel peut découvrir que l'essentiel n'a jamais été dans les possessions. Quelqu'un qui fait face à la maladie peut apprendre à valoriser la force intérieure plus que l'apparence extérieure. La douleur oblige à voir ce que tu ignorais auparavant. Les stoïciens répétaient que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que tu en fais. La difficulté peut être une prison ou peut être un maître. Ce choix est le tien. Si tu la vois comme une punition, tu t'enfonces. Si tu la vois comme une leçon, tu grandis. Le monde est plein de personnes qui sont restées coincées dans leur douleur parce qu'elles ne l'ont jamais transformée en apprentissage. Et il est aussi plein de ceux qui ont utilisé leur douleur comme un tremplin pour s'élever plus haut. La différence réside dans la façon dont ils ont décidé de regarder ce qui leur est arrivé. La pratique est claire. Lorsque tu fais face à quelque chose de dur, ne reste pas dans le « pourquoi moi ». Demande « à quoi cela me sert ?» Cette simple différence de mots change ta posture. Elle te sort de la victime qui se plaint et te place dans le combattant qui cherche du sens. Aucune blessure ne disparaît avec des lamentations, mais toutes peuvent guérir avec sagesse si tu apprends ce qu'elles avaient à te montrer. La douleur n'est pas un choix, mais l'enseignement l'est. Et celui qui apprend de chaque difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il sait que même dans le pire, il y aura un trésor caché. Tout comme l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, les leçons les plus précieuses se trouvent dans les moments les plus durs de ta vie. Tu as juste besoin du courage de creuser, de ne pas fuir et de regarder ce que les autres évitent. C'est là la véritable force, trouver du sens là où les autres ne voient que de la souffrance. 5. Brise la mentalité fixe et cultive une mentalité de croissance. Un arbre qui refuse de se plier au vent finit par se briser. En revanche, celui qui s'adapte, qui se penche sans perdre ses racines, survit à la tempête et continue de grandir. L'esprit fonctionne de la même manière. Si elle est rigide, convaincue qu'elle ne peut pas changer, que ses limites sont immuables, elle devient son pire ennemi. La mentalité fixe est comme une prison invisible qui enferme tes possibilités, te faisant répéter la même vie encore et encore. Pour évoluer, tu as besoin de briser ces murs et d'ouvrir l'espace à une mentalité de croissance, où chaque expérience, chaque erreur et chaque défi se transforment en opportunité. Le problème de la mentalité fixe est qu'elle te fait croire que tu es né avec un plafond que tu ne pourras jamais dépasser. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne peux pas changer. C'est comme ça et c'est tout. Des phrases comme celle-ci sont des chaînes déguisées en vérité. Le pire est que plus tu les répètes, plus elles deviennent réelles, car ton esprit obéit à ce que tu lui ordonnes. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce que la vie apporte, mais nous pouvons entraîner la manière dont nous répondons. Et la réponse la plus puissante est celle de celui qui décide de grandir plutôt que de se rendre. Une mentalité de croissance ne nie pas la difficulté, mais comprend que chaque obstacle est un entraînement. Échouer ne signifie pas échouer, cela signifie apprendre ce qui reste à améliorer.
Se tromper ne te définit pas, cela t'instruit. Perdre ne te coule pas, cela t'enseigne où tu dois te renforcer. Chaque chute devient un matériau pour construire ton caractère. Les stoïciens ne voyaient pas l'erreur comme une fin, mais comme un maître qui révèle la vérité de ce que tu es et de ce que tu peux encore devenir. Regarde ta propre vie. Combien de fois t'es-tu arrêté par peur de ne pas être à la hauteur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que ton esprit murmurait que tu n'y arriverais pas? Cette voix est la mentalité fixe, et si tu ne la défies pas, elle gouverne ton destin. Mais chaque fois que tu choisis de relever le défi, même si ta sécurité tremble, tu cultives la croissance. Lire un livre quand tu préférerais perdre ton temps, entraîner ton corps quand ton esprit cherche des excuses, accepter les critiques sans te défendre pour en apprendre, sont des graines de croissance qui semblent petites, mais qui transforment complètement ton identité. La mentalité fixe cherche le confort et la reconnaissance immédiate. La mentalité de croissance cherche la discipline et l'apprentissage constant. L'une te maintient coincé dans ce que tu connais, l'autre t'ouvre des chemins vers ce que tu n'es pas encore, mais que tu peux devenir. Les grands changements naissent sur ce terrain, dans l'habitude de ne pas abandonner, de ne pas te contenter, d'utiliser l'inconfort comme levier plutôt que comme excuse. La pratique stoïcienne consiste à ne pas te définir par ce que tu ne peux pas, mais parce que tu es prêt à entraîner. Ne dis pas « je ne sais pas me contrôler », dis « j'apprends à me contrôler ». Ne dis pas « je n'ai pas de discipline », dis « je m'entraîne à la discipline chaque jour ». Cette différence change ton identité. Elle te sort de la prison de la fixité et te place dans l'arène de la croissance, où chaque action, aussi petite soit-elle, construit le pouvoir interne. Rappelle-toi que ce qui est rigide se brise, et que ce qui est flexible se renforce. Si tu veux maîtriser ton esprit, ne t'enferme pas dans des phrases qui te limitent. Ose les briser, les défier et les remplacer par une mentalité qui voit dans chaque coup l'opportunité de devenir plus fort. Celui qui cultive la croissance ne perd jamais, car même dans la défaite, il trouve de quoi se relever plus haut. 6. Renforce ton corps pour soutenir ton esprit. Celui qui prétend manier une épée sans force dans les bras finit par tomber sous son propre poids. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque le corps est affaibli. Toute charge mentale devient insupportable. Tu ne peux pas aspirer à la clarté, à la résistance ni à la discipline si ton organisme est négligé. Le corps est la base sur laquelle repose la volonté, et chaque fois que tu le négliges, tu creuses le sol sur lequel ta force devrait s'affirmer. La plupart des gens parlent d'entraîner l'esprit, de lire, de méditer, de chercher la tranquillité, mais oublient l'essentiel. Un corps épuisé produit des pensées faibles, des émotions instables et des décisions impulsives. Si tu veux soutenir la bataille interne contre tes propres peurs et désirs, tu as besoin d'un corps préparé, fort et discipliné. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils pratiquaient des exercices physiques, marchaient de longues distances et s'exposaient à l'effort comme partie de leur entraînement philosophique. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la cohérence. Un guerrier mental ne peut pas vivre dans un corps fragile. L'entraînement physique est une école de discipline. Chaque répétition effectuée lorsque les muscles brûlent, chaque pas fait lorsque la fatigue demande à abandonner, chaque repas sain choisi au-dessus du plaisir immédiat est une victoire sur la faiblesse. Le véritable résultat n'est pas le corps dans le miroir, c'est l'esprit qui apprend à ne pas céder face à l'inconfort. L'exercice est un rappel quotidien que tu peux résister plus que tu ne le penses, et que la douleur n'est pas un ennemi, mais un allié qui te façonne. Négliger le corps signifie ouvrir la porte à l'apathie et au manque de clarté. Quand tu ne dors pas bien, l'esprit devient maladroit. Quand tu manges des ordures, ton énergie s'effondre. Quand tu ne bouges pas, ta discipline s'oxyde. Le corps est un reflet silencieux de ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas parler de maîtriser ton esprit si tu n'es pas capable de maîtriser tes habitudes physiques. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. S'entraîner, se nourrir intelligemment,
Se reposer autant que nécessaire sont des actes de respect envers ton plus grand objectif. Ne le fais pas pour montrer, fais-le pour résister. Le monde frappe sans pitié, et si tu n'as pas un organisme préparé, tu te briseras dans les moments où tu as le plus besoin de fermeté. La force intérieure dépend d'un corps qui peut la soutenir. La pratique stoïcienne est claire. Soumets le corps à une discipline volontaire pour que l'esprit apprenne à gouverner l'involontaire. Cours quand tu préfères rester immobile. Entraîne-toi quand tu n'as pas envie. Rejette la nourriture que tu sais qui détruit ton énergie. Dors avec ordre, même si tu veux rester éveillé. Chaque acte physique est aussi un acte mental. Celui qui renforce son corps ne cherche pas la perfection esthétique, il cherche la capacité de soutenir ses principes au milieu de l'adversité. Quand la fatigue arrivera, ton corps sera ton allié ou ton ennemi, et ce choix dépend de la façon dont tu l'as traité. N'oublie pas que la force mentale ne se construit pas dans l'air, elle a besoin de fondations solides, et ces fondations sont dans ton corps. 7. Dis non aux plaisirs immédiats qui détruisent ton futur. Les braises brûlent intensément pendant un instant, elles éclairent et chauffent avec force, mais en quelques minutes, elles s'éteignent, ne laissant que des cendres. C'est exactement ce que représente le plaisir immédiat. Un éclat bref qui séduit et piège, mais qui ne construit jamais rien de durable. Le problème est que la plupart des gens vivent en poursuivant ces braises, sans comprendre qu'en échange de cette chaleur momentanée, ils sacrifient le véritable feu qui pourrait les soutenir à long terme. Chaque décision de céder au plaisir immédiat est une dette envers ton propre futur. Manger ce qui détruit ta santé parce que tu le mérites, dépenser ce que tu n'as pas pour le plaisir de montrer, perdre des heures dans des distractions inutiles au lieu de construire quelque chose qui en vaut la peine. Tout cela semble bon sur le moment, mais coûte cher par la suite. Les stoïciens étaient catégoriques sur ce point. Ce qui brille trop vite est souvent du poison déguisé en récompense. Le véritable pouvoir réside dans le renoncement à ce que tu désires maintenant pour soutenir ce qui compte vraiment demain. Ce n'est pas un discours creux, c'est la base de toute discipline. Chaque fois que tu dis non à l'impulsion, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu choisis ce qui fait mal mais construit, tu deviens quelqu'un de plus fort. Celui qui se livre à la facilité s'enchaîne à la médiocrité, mais celui qui supporte le sacrifice se fraye un chemin vers la grandeur. Pense aux exemples les plus quotidiens. La tentation de ne pas s'entraîner parce que tu le feras demain, ce demain qui n'arrive jamais. Le confort de rester au lit sachant que tu perds du temps qui ne revient pas. L'anxiété d'ouvrir le téléphone toutes les quelques minutes à la recherche d'une dose de dopamine qui te vole concentration et but. Tous ces actes sont de petites fuites d'énergie qui, accumulées, détruisent la possibilité d'un futur solide. Le plaisir instantané est le piège le plus dangereux car il se déguise en liberté. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu es dominé par des impulsions. Et si tes impulsions te gouvernent, tu n'auras jamais de contrôle sur toi-même. Le stoïcisme t'apprend à maîtriser tes désirs, à mettre la raison au-dessus de l'instinct, à te rappeler que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le pouvoir de décider ce qui en vaut la peine. Refuser le plaisir immédiat ne signifie pas vivre amèrement ni éliminer la joie. Cela signifie choisir la joie qui construit sur celle qui détruit. Manger avec modération pour maintenir l'énergie au lieu de te gaver et de te sentir vide après. Utiliser le temps pour quelque chose qui te rapproche de tes objectifs, au lieu de le donner à des distractions qui ne laissent rien. Tenir la parole que tu as donnée, même si c'est plus confortable de la briser. Ces petits actes de renoncement sont les briques qui construisent ton futur. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à résister aux pièges du moment présent. Demande-toi chaque fois qu'un désir te domine, est-ce que cela renforce ou affaiblit? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Cette pause consciente est ce qui fait la différence entre celui qui s'asservit à l'impulsion et celui qui se gouverne lui-même. Résister fait mal, mais cette douleur est le prix de la liberté. Celui qui vit pour l'immédiat ne sera jamais maître de son destin.
il dépendra toujours de ce qui lui promet une satisfaction rapide. En revanche, celui qui ose dire non, même si cela brûle à l'intérieur, devient l'architecte de sa vie. L'avenir appartient à ceux qui ont la force de renoncer au feu passager pour construire l'incendie qui ne s'éteint jamais. 8. Construis une confiance inébranlable avec discipline et cohérence. La pierre la plus solide ne se forme pas d'un seul coup, mais à travers des milliers d'années de pression constante qui la durcissent jusqu'à la rendre inébranlable. La confiance en soi se construit de la même manière, à travers une discipline quotidienne et une cohérence dans chaque décision. Elle ne surgit pas de phrases inspirantes ni d'illusions momentanées, mais du travail silencieux d'accomplir ce que tu te promets. Chaque action accomplie est une brique qui renforce ta sécurité. Chaque excuse acceptée est une fissure qui affaiblit ta structure. Vouloir te sentir sûr de toi sans le démontrer dans ton comportement est comme espérer la force dans un mur plein de fissures. La confiance ne se feint pas, elle se gagne. Et ton esprit le sait. Chaque fois que tu te trompes, il enregistre l'incohérence. Chaque fois que tu accomplis, il renforce la certitude que tu peux te faire confiance. Cette somme constante est ce qui te rend solide face à toute adversité. Le stoïcisme enseignait que la véritable force réside dans la maîtrise intérieure. Ce n'est pas répéter des mantras, c'est entraîner la volonté jusqu'à ce qu'elle soit plus forte que les pulsions. La confiance ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle naît lorsque ton intérieur reconnaît que tu as été loyal envers tes décisions. Cette loyauté s'entraîne comme un muscle avec la constance de petits actes qui semblent insignifiants, mais qui, accumulés, créent un caractère impossible à briser. L'incohérence, en revanche, est le poison silencieux. Tu dis que tu commenceras demain et tu ne le fais pas. Tu te promets de changer une habitude et tu la romps à la première difficulté. Tu décides de travailler sur quelque chose d'important et tu le reportes sans raison. Ces actes semblent mineurs, mais ton esprit les stocke et peu à peu, ils laissent une trace. Tu cesses de te faire confiance. Ce n'est pas la vie qui te retire la sécurité, c'est toi qui mines tes propres fondations par manque de discipline. La véritable confiance n'a pas besoin de s'exhiber. Elle se perçoit dans ta façon de parler, dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté de tes décisions. Cette présence ne naît pas de l'improvisation, elle naît de la cohérence répétée, encore et encore. La discipline est la preuve quotidienne que tu as le contrôle. La cohérence est le lien qui unit tes pensées, tes paroles et tes actes. Lorsque ces trois éléments coïncident, la confiance cesse d'être fragile et devient un bouclier indestructible. Pense à n'importe quel moment où tu as dû faire un pas difficile. Ce qui t'a soutenu n'était pas un discours, c'était le souvenir d'avoir accompli auparavant, de t'être exigé quand il n'y avait pas de motivation, d'avoir résisté à la tentation d'abandonner. La pratique est claire. Commence par accomplir le minimum, mais accomplis-le toujours. Si tu dis que tu t'entraîneras, entraîne-toi. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Si tu promets de ne pas répéter une erreur, sois ferme. Chaque acte accompli est un vote de confiance que tu te donnes à toi-même. Et quand tu échoues, ne le cache pas, reconnais-le et reviens sur le chemin immédiatement. C'est aussi de la discipline. Ne pas laisser un faux pas se transformer en abandon. La confiance inébranlable ne se fabrique pas avec des mots, elle se construit avec des actes. C'est la sécurité de regarder en arrière et de voir une ligne droite de cohérence. C'est savoir que ta parole pèse parce que tu la tiens, même si personne ne te regarde. C'est avoir la certitude que ta discipline l'emportera sur toute tentation d'abandonner. Lorsque tu parviendras à vivre avec cette loyauté envers toi-même, il n'y aura pas d'obstacle capable de te faire douter, car tu sauras que ta base est solide et ton caractère indestructible. Se transformer est comme forger de l'acier. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel. Vous avez besoin de feu, de pression et de marteau. Et ça fait mal, ça brûle, ça façonne. Mais c'est la seule façon de durcir ce qui était autrefois faible.
Beaucoup veulent une vie différente, mais peu sont prêts à passer par ce processus, parce qu'il nécessite une discipline quotidienne, des décisions fermes et le courage de vous confronter à vous-même, sans fioriture ni excuses. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus de conseils, ils ont besoin de caractère, parce que vous n'êtes pas là où vous voulez être, non pas par manque de capacité, mais parce que vous continuez à négocier avec vous-même, à remettre à plus tard l'évident, à vous cacher derrière des justifications émotionnelles. Et vous le savez, vous ressentez ce malaise silencieux lorsque vous vous regardez dans le miroir, ce vide lorsque la journée se termine et que vous savez que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Cette vidéo ne cherche pas à vous motiver avec de jolis mots. Elle cherche à vous mettre en mouvement, avec des actions concrètes, avec des principes stoïciens que vous pouvez appliquer dans votre routine, peu importe si vous en avez envie ou non. Parce que le véritable changement ne dépend pas de l'humeur, mais de la décision ferme d'agir, même lorsque personne ne vous applaudit, même lorsque ça fait mal, même lorsque c'est difficile. Ici, vous ne trouverez pas des phrases pour vous satisfaire, mais un code de conduite pour reprogrammer votre esprit, votre corps et votre énergie. Chaque leçon que vous allez entendre est un rappel brutal que votre vie ne s'améliore pas par chance. Elle s'améliore lorsque vous prenez le contrôle, lorsque vous prenez le marteau et vous forgez vous-même. Alors préparez-vous, parce que cela ne sera pas doux, ce sera nécessaire. 1. Active ton pouvoir interne à travers le mouvement quotidien. Ton corps est comme une rivière. S'il stagne, il pourrit. S'il coule, il donne la vie. Le mouvement n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une déclaration de pouvoir. Chaque fois que tu te lèves et bouges, même si tu n'en as pas envie, tu dis au monde et à toi-même que tu ne vas pas rester coincé dans l'inertie. Parce que la paralysie est aussi une décision. Et beaucoup la choisissent tous les jours sans s'en rendre compte, se laissant consumer par des excuses déguisées en fatigue ou en manque de temps. Le stoïcisme ne parle pas de motivation, il parle de devoir. Le devoir de prendre soin du véhicule qui te soutient. Le devoir d'utiliser ton corps comme un outil, pas comme une prison. Marc Aurèle n'avait pas besoin de se sentir d'humeur pour diriger un empire. Il se levait et le faisait. Parce qu'il comprenait que agir selon ce que l'on sait être juste est plus important que ce que l'on ressent sur le moment. Et toi aussi tu le sais. Tu sais que tu as besoin de bouger plus, non pas pour correspondre à un standard superficiel, mais pour te reconnecter avec toi-même, avec ton énergie, avec ta force intérieure. Le corps ne répond pas seulement à l'exercice physique, il l'exige. Parce que chaque muscle que tu actives rappelle à ton esprit que tu es vivant. Parce que chaque goutte de sueur est un signe que tu sors de ta zone de confort et entres dans la transformation. Et si tu veux vraiment une vie différente, tu ne peux pas laisser ton corps continuer à vivre comme si de rien n'était. La fatigue que tu ressens souvent n'est pas physique, elle est émotionnelle, mentale, existentielle. Et ce qui la soulage le plus n'est ni une sieste ni une série, c'est le mouvement conscient. Sors marcher, entraîne-toi, danse, cours, fais ce que tu veux mais bouge. La stagnation ne fait qu'alimenter la stagnation. Il y a des jours où ton esprit va te tendre des pièges. Il va te dire que tu es trop occupé, que ce n'est pas le moment, que demain sera mieux. Mais c'est toi qui décides si ces voix commandent ou si tu les ignores. C'est toi qui décides si tu te lèves et fais au moins 10 minutes de quelque chose, ou si tu permets à ton corps de continuer à accumuler la tension d'une vie vécue sans direction. Parce que chaque jour où tu bouges avec intention est une victoire qui ne se voit pas, mais se ressent. N'attends pas que les autres le remarquent. Que tu le remarques est suffisant. Active ton pouvoir interne à travers le mouvement quotidien. Non pas comme une punition, mais comme une façon de revendiquer ta présence. De te rappeler que tu es toujours là, que tu peux encore tout changer. Parce que quand tu bouges, tout bouge avec toi. Tes idées, tes émotions, ta volonté. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, ni d'un entraîneur, ni d'un plan parfait. Tu as juste besoin de commencer. Dans ton salon, dans la rue, en silence, un pas, un étirement,
un effort. Il ne s'agit pas de combien tu fais, mais de le faire. De décider de ne pas être l'esclave de l'inertie. De choisir chaque matin de bouger, même si tu n'as pas de raison, parce que tu sais que ta meilleure version n'est pas assise à attendre. Elle est là-bas, en mouvement, en attente que tu la rejoignes. 2. Maîtrise ton esprit avec l'art de la respiration consciente. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant mais incontrôlable si tu n'apprends pas à tenir les rênes. Et ces rênes, bien qu'ils ne semblent pas, sont dans ta respiration. Elle est invisible, elle est avec toi depuis la première seconde de ta vie, mais tu l'ignores tous les jours. Tu l'utilises sans conscience, comme si elle n'avait aucun effet. Mais si tu t'arrêtes pour l'observer, si tu apprends à la contrôler, tu te rendras compte que ce simple acte d'inspirer et d'expirer peut te redonner le contrôle de toi-même lorsque tout semble déborder. Dans le stoïcisme, l'esprit est le seul territoire que tu peux vraiment gouverner. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, tu ne peux pas prédire ce qui se passera demain, mais tu peux décider comment tu réagis. Et cette décision commence dans le corps, elle commence dans le souffle. Quand tu te sens anxieux, quand l'impulsion te gagne, quand la colère veut sortir en courant à travers ta bouche ou tes actes, ne dis rien. Respire. Prends l'air profond, lent, conscient. Non pas pour fuir le moment, mais pour le traverser, sans céder à lui. Maîtriser ta respiration, c'est maîtriser le rythme interne qui gouverne ton état émotionnel. Parce que tu n'es pas seulement ce que tu penses, tu es aussi comment tu respires. Et si ta respiration est chaotique, hachée, superficielle, alors ton esprit le sera aussi. Tu n'as pas besoin d'une technique de méditation compliquée, tu n'as pas besoin de te enfermer dans une retraite spirituelle pour commencer. Tu as juste besoin de ralentir pendant quelques secondes, de fermer les yeux si possible et de revenir à toi. Une longue respiration, puis une autre, et une autre encore. C'est suffisant pour que la tempête interne commence à se calmer. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour observer ce qui se passe avec leur respiration lorsqu'ils sont perturbés. Ils n'ont jamais essayé de l'utiliser comme un bouclier, comme une ancre, comme un outil. Et c'est là l'erreur, parce que la plupart croient que la force mentale est une qualité avec laquelle on naît, mais la réalité est qu'elle se forme. Elle se construit à chaque instant où tu décides de respirer profondément au lieu d'exploser. À chaque moment où tu choisis de répondre avec clarté au lieu de réagir avec chaos. La respiration consciente est ta pratique quotidienne de l'autocontrôle. C'est ta façon d'entraîner l'esprit à obéir, pas à commander. Parce que si ta respiration est entre tes mains, ta direction l'est aussi. Et peu importe combien la journée est intense, combien l'émotion est forte, tu peux toujours revenir à toi si tu as la discipline de le faire. Il est facile de se laisser emporter par l'impulsion, il est difficile de s'arrêter et de respirer. C'est pourquoi cela a tant de valeur. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, ne parle pas, n'agis pas, respire. Fais-le comme si ton équilibre en dépendait, parce que c'est le cas. Et avec chaque respiration consciente, tu dis à ton esprit que le chaos ne commande pas, que ici, celui qui prend le contrôle, c'est toi. 3. Ferme la bouche et ouvre la voie avec des actions. Un marteau ne parle pas, il frappe seulement, et à chaque coup, il transforme. C'est ainsi que devrait être ton approche. Moins de mots, plus d'impact. Dans un monde où tout le monde parle, promettre est devenu bon marché et presque inutile. La plupart se sentent à l'aise de parler de leurs plans parce que cela leur donne une illusion de progrès. Mais la vérité est inconfortable. Parler ne construit pas, agir, oui. Et s'il n'y a pas de mouvement, tout ce que tu dis devient de l'air perdu. Beaucoup sont pris dans le cycle d'annoncer des changements, mais de répéter de vieilles habitudes. Ils disent qu'ils vont commencer, mais ils ne le font pas. Qu'ils vont abandonner quelque chose, mais ils continuent. Que cette fois-ci, c'est sérieux, mais ils reportent encore. Et sais-tu ce que cela génère? De la frustration envers toi-même. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne tiens pas tes promesses. Et chaque promesse brisée non seulement t'éloigne du résultat, mais elle te fragilise aussi. Elle t'habitue à ne pas croire en toi. Elle t'apprend à douter de tes propres paroles.
Les stoïciens le comprenaient sans détour. Ils n'avaient pas besoin de publier ce qu'ils faisaient, ni de validation externe pour commencer. Ils savaient clairement que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité à agir en accord avec ses principes et non par ce qu'il déclare. Le véritable respect naît lorsque ton comportement parle plus fort que ta bouche. Parce que lorsque tu vis en cohérence, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cela se voit. Tu le sais aussi. Tu n'as pas besoin de crier tes objectifs pour qu'ils deviennent réels. Tu as juste besoin d'agir. Et d'agir tous les jours, non pas quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Parce que le mérite n'est pas de dire « je vais changer », mais de rester ferme quand personne ne regarde, d'exécuter sans chercher l'approbation, d'avancer sans applaudissements. C'est ainsi que se construit le caractère. C'est ainsi que l'on gagne une véritable confiance. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier, garde le silence. Chaque fois que tu veux expliquer pourquoi tu n'as pas encore fait quelque chose, tais-toi et fais-le. Non par orgueil, mais par respect pour toi-même. Parce que chaque pas que tu fais en silence pèse plus lourd que 1000 explications. Parce que chaque promesse tenue en privé renforce ton esprit plus que n'importe quelle phrase inspirante. Ton temps ne se mesure pas en discours, il se mesure en pas faits. Ton progrès ne dépend pas de ce que tu annonces, mais de ce que tu soutiens avec des faits. Il est facile de tromper les autres avec des mots, mais tu ne pourras jamais échapper au jugement de ta propre conscience. Cette voix intérieure sait si tu avances ou si tu ne fais que décorer ton immobilisme avec des excuses déguisées en bonnes intentions. Alors fais-toi une faveur, arrête de parler et commence à construire, que ta vie soit ton argument. Que ta routine soit ta réponse, que tes réalisations parlent quand tu décides de garder le silence. Ferme la bouche, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce qu'en ce moment, ce qui compte n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. 4. Ne te couche pas avec du feu dans la poitrine. Dormir avec de la rancœur est comme se coucher avec une flamme allumée dans la poitrine. Tu peux fermer les yeux, mais le feu est toujours là, te consumant en silence. Cette flamme ne brûle pas celui qui t'a blessé, elle te brûle toi. Et chaque nuit que tu t'endors sans résoudre, sans lâcher, sans vider ce qui te pèse, cette flamme grandit, s'étend, s'installe. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne puisses plus te reposer, non pas à cause du monde, mais à cause de toi. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous arrive, mais bien de la façon dont nous y faisons face. Tu peux vivre la journée la plus chaotique, tu peux recevoir la parole la plus blessante, tu peux porter l'erreur la plus stupide, mais si tu ne lâches pas cela avant de dormir, demain tu te réveilleras tout aussi tendu, tout aussi accablé, tout aussi pris au piège d'une émotion qui n'est même plus utile. Parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas permettre qu'il te gouverne. Il ne s'agit pas d'effacer ce que tu as vécu, mais de le traiter, d'apprendre et de le lâcher avant qu'il ne devienne un fardeau inutile. Te coucher avec de la colère est comme préparer ton esprit pour une bataille qui est déjà terminée. Et si tu le fais nuit après nuit, tu deviens un guerrier qui se bat dans ses rêves, qui se lève fatigué, avec la poitrine serrée, sans clarté. On ne peut pas vivre ainsi. On ne peut pas construire une journée puissante sur un repos contaminé. Tu as besoin de nettoyer, respirer, pardonner ce que tu peux, comprendre ce que tu ne peux pas. Arrêter de traîner des affaires en suspens qui ne seront pas résolues à 3 heures du matin. Il ne s'agit pas non plus de t'obliger à être en paix. Il s'agit de choisir la sérénité comme un acte de force. Pardonner n'est pas justifier. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est décider que ton énergie ne va plus être piégée dans quelque chose qui ne change plus, dans quelque chose qui ne fait que te répéter la même pensée encore et encore, comme un écho inutile. Le stoïcien sait que s'accrocher à ce qui fait mal, c'est permettre à cette douleur de décider de son comportement, et ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. Chaque nuit est une occasion de fermer de petits cycles, pas les grands, pas ceux qui prennent des années, mais ceux de la journée. Un malentendu, une dispute, une erreur commise, note-le, réfléchis, respire. Ne laisse pas la culpabilité ou l'orgueil dormir avec toi.
Ne va pas au lit en espérant que le temps guérira ce que tu n'es pas prêt à affronter, parce que le temps ne guérit pas ce que tu continues à nourrir avec ta pensée, ta mémoire, ta tension. Fais de la nuit un espace de nettoyage mental. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Il suffit de t'arrêter quelques minutes. Demande-toi ce que tu portes, que tu pourrais lâcher. Quelle émotion te fait plus mal que ce qu'elle vaut? Remercie ce qui s'est bien passé. Admets ce que tu as échoué et décide de te reposer sans le poids inutile. Parce que se reposer n'est pas seulement fermer les yeux, c'est lâcher l'épée, c'est baisser le bouclier, c'est rester avec toi sans bruit. Ne sous-estime pas le pouvoir de te coucher en paix. C'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est une habitude des gens forts, pas des naïfs. Celui qui apprend à lâcher prise chaque nuit se réveille plus léger, plus clair, plus concentré. Celui qui insiste pour dormir avec le feu, tôt ou tard, se brûle de l'intérieur. Éteins le feu, pas pour les autres, pour toi. Que la journée se termine avec toi en paix, pas en guerre. Parce que c'est seulement ainsi. Le lendemain aura de la place pour quelque chose de nouveau. 5. Bouge d'abord. La motivation viendra ensuite. Attendre que la motivation arrive est comme s'asseoir devant un feu éteint en espérant qu'il vous réchauffe. Peu importe combien vous le désirez, si vous ne ramassez pas le bois, si vous n'allumez pas l'étincelle, si vous ne soufflez pas avec insistance, le feu ne naît pas. C'est ainsi que fonctionne l'élan interne. Il n'apparaît pas par magie. Il se construit avec l'action. Il s'allume avec le mouvement. Et si vous décidez de ne rien faire jusqu'à ce que vous ayez envie, vous passerez toute votre vie à grelotter de froid à côté d'un feu que vous n'avez jamais allumé. Cette idée que vous devez d'abord être inspiré pour agir est l'un des plus grands fraudes émotionnelles de cette époque. La plupart attendent le moment parfait, l'énergie juste, l'état idéal, comme s'il allait tomber du ciel. Mais les stoïciens l'ont compris différemment. Pour eux, le devoir passait avant le désir. L'acte précédait l'émotion, parce qu'ils savaient que si vous bougez, même si vous n'en avez pas envie, cette envie vient ensuite, et non l'inverse. Vous l'avez déjà ressenti, ce jour où vous vous êtes levé sans vouloir faire quoi que ce soit, mais vous vous êtes forcé à faire un pas. Et quand vous l'avez fait, quelque chose à l'intérieur a changé. Vous vous êtes senti différent, plus éveillé, plus vivant. L'esprit a commencé à s'organiser, le corps a répondu. La lourdeur a commencé à se dissiper. Non pas parce que la motivation vous a rendu visite, mais parce que vous l'avez provoquée. La motivation est fille du mouvement. Elle naît lorsque vous arrêtez de penser et décidez d'agir. Et cela demande du courage, parce qu'il est plus facile de rester au lit avec l'excuse que vous ne vous sentez pas prêt. Il est plus confortable de regarder l'horloge encore et encore à la recherche de raisons de ne pas commencer. Mais ce confort vous détruit lentement. Il vous maintient en mouvement circulaire, pris au piège dans la fausse idée que le moment approprié arrivera. Ce moment, vous le construisez. Avec vos mains, avec vos pas, avec vos décisions. Même si elles sont petites, même si elles sont difficiles. Parce que chaque fois que vous agissez sans enthousiasme, vous entraînez votre caractère. Vous dites à votre esprit que c'est vous qui commandez, pas lui. Et cela se reflète partout. Dans votre travail, dans vos relations, dans votre énergie. Si vous dépendez de l'état émotionnel pour faire ce que vous devez faire, vous ne serez jamais constant. Mais si vous apprenez à bouger sans dépendre du désir, tout commence à changer. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de faire quelque chose d'épique. Mettez-vous simplement en mouvement. Lavez l'assiette, faites une flexion, rangez votre espace, marchez 5 minutes. Peu importe quoi. L'important est d'activer le corps. Parce que lorsque le corps bouge, l'esprit s'aligne, l'élan arrive, et quand il arrive, il vous attrape déjà en marche. Vous n'avez plus à le chercher, il vous trouve, parce qu'il a compris que vous n'attendiez rien. Vous construisiez votre avance. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'allumer ce feu. Et oui, au début, c'est dur. C'est très dur.
Mais si chaque matin vous faites ce que vous savez que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie, même si vous vous sentez lent, vous faites la chose la plus précieuse, vous brisez la dépendance à l'élan et construisez une véritable discipline. N'attendez pas la motivation, provoquez-la. Faites le premier pas, allumez l'étincelle et laissez le feu grandir avec vous. 6. Ne donne pas ta paix à ce qui ne durera pas. Ta paix est comme une maison au milieu du désert. Si tu laisses la porte ouverte, n'importe quel vent peut l'envahir. Et il y a beaucoup de vent là-bas, des personnes qui te provoquent, des problèmes que tu ne contrôles pas, des situations qui ne sont que de passage. Si tu n'es pas conscient de qui ou de quoi tu ouvres la porte, tu finiras tout chamboulé à l'intérieur pour quelque chose qui n'aura même plus d'importance demain. Et le pire, c'est que bien souvent, c'est toi-même qui as donné la clé au chaos. Nous donnons notre tranquillité à tout ce qui se présente. Un mauvais regard, un message qui n'arrive pas, un commentaire vide, une nouvelle éphémère. Et chaque fois que tu le fais, tu te dis à toi-même que ton centre est faible, que n'importe qui peut le toucher. Mais le stoïcisme ne fonctionne pas comme ça. Les stoïciens ne s'entraînaient pas pour que tout se passe bien. Ils s'entraînaient pour que, lorsque les choses tournent mal, leur paix reste intacte. Parce qu'ils comprenaient que la véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de ne pas permettre au monde de te contrôler. À quoi bon te lever tôt, bien manger, travailler sur tes habitudes, si un mot étranger peut tout renverser? À quoi bon ta discipline si chaque stimulus externe a le pouvoir de te voler ta tranquillité? Tu ne peux plus te laisser emporter par ce qui ne dépend pas de toi, parce que la plupart des choses ne dépendent pas de toi. Le climat ne dépend pas de toi, ni les décisions des autres, ni les émotions des autres. Mais ce qui dépend de toi, c'est à quoi tu donnes du pouvoir, à quoi tu donnes ton énergie, ton attention, ta réaction. Tu décides si tu transformes un désagrément en tragédie. Tu décides si tu permets à une opinion de te consumer toute la journée. Tu décides si tu réagis ou si tu observes. Et cette décision, bien qu'elle semble minime, définit ta journée. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas céder ta paix à ce qui ne durera pas, tu renforces tes limites internes. Tu affirmes que ton monde intérieur n'est pas à vendre, que tout le monde ne peut pas entrer et redécorer ton état mental selon son humeur ou ses paroles. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie avoir du discernement. Cela signifie discerner. Te demander avec sincérité si ce qui te perturbe aujourd'hui aura de l'importance dans une semaine. Si cela vaut la peine de t'épuiser pour quelque chose que tu oublieras demain. La plupart du temps, non. Mais le problème est que nous réagissons avant de penser. Nous prenons tout comme une menace, comme quelque chose de personnel, alors qu'en réalité, beaucoup de choses n'ont même rien à voir avec toi. Elles sont le reflet des autres, pas le tien. Avoir la paix n'est pas s'enfermer dans une bulle. C'est marcher dans le monde en sachant que le monde est plein de chaos, et pourtant, tu ne le ramènes pas chez toi. C'est voir le conflit, mais ne pas l'alimenter. C'est écouter la critique, mais ne pas l'absorber. C'est assister au bruit, mais ne pas le laisser entrer dans ta poitrine. Et cela ne se réalise qu'avec une pratique quotidienne, avec conscience, avec discipline émotionnelle. Quand tu sens que quelque chose veut te voler ta tranquillité, arrête-toi, respire, demande, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça va vraiment avoir de l'importance dans ma vie? Si la réponse est non, alors laisse tomber. Laisse passer comme une rafale. Tu n'es pas ça. Tu es celui qui choisit d'ouvrir ou de fermer la porte. Protège ta maison intérieure, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce qu'il y a trop de choses là-bas qui ne durent que quelques minutes, mais si tu les laisses entrer, elles te volent des jours entiers. 7. Enlève le tranchant de l'erreur avec un sourire ferme. L'erreur est comme une épine. Si tu la serres avec colère, elle s'enfonce davantage. Mais si tu respires, la prends avec calme et l'extrais avec soin, elle cesse de faire mal. Il en va de même pour tes erreurs.
Si tu réagis avec honte, culpabilité ou frustration, l'erreur s'incruste plus profondément. Mais si tu apprends à la regarder avec fermeté, voire avec un sourire qui dit « je suis toujours debout », l'erreur perd de son pouvoir. Elle cesse d'être une blessure ouverte et devient une expérience utile. Souvent, ce n'est pas l'erreur en elle-même qui fait le plus de mal, mais ta réaction face à elle. Tu trébuches, et au lieu de te relever et de continuer, tu t'insultes, te punis, te répètes que tu ne vaux rien, que tu as encore tout gâché. Cette réaction est plus destructrice que l'erreur elle-même. Car non seulement elle t'arrête, mais elle commence aussi à te définir. Et personne ne s'améliore à partir du mépris, personne n'évolue en se parlant à soi-même avec une dureté excessive. Les stoïciens savaient que l'erreur était inévitable. Ils n'aspiraient pas à ne jamais se tromper, ils aspiraient à apprendre vite, à ne pas tomber 2 fois sur la même pierre par obstination, mais aussi à ne pas se paralyser par peur de trébucher. Ils savaient que se tromper faisait partie du chemin, et que l'important était la manière dont tu réagissais, car celui qui reste coincé dans la culpabilité n'avance pas, et celui qui prétend que rien ne s'est passé répète le cycle. La vertu est d'assumer, de traiter et d'avancer. Ce sourire ferme n'est pas du cynisme, ce n'est pas se moquer de ce que tu as mal fait. C'est une déclaration, un message que tu te donnes à toi-même en disant « Oui, j'ai échoué, mais je suis toujours là et je ne vais pas me briser pour cela. » C'est te regarder avec humanité, avec maturité, c'est te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu veux voir s'améliorer. Car si tu ne te donnes pas l'espace pour échouer et corriger, comment espères-tu grandir? L'erreur n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Chaque fois que tu trébuches, il y a quelque chose que tu peux ajuster. Mais tu ne le découvriras que si tu t'arrêtes pour regarder avec sérénité, pas avec drame. Si au lieu de te cacher, tu observes. Si au lieu de te justifier, tu réfléchis. Et cela ne se fait pas avec agression interne, cela se fait avec conscience, avec le calme de celui qui sait qu'il est en construction, pas en compétition. Apprends à te dire « Cela s'est passé, cela n'a pas marché comme je le voulais, mais j'ai compris pourquoi, et cela me rend plus fort. » Cette phrase ne t'affaiblit pas, elle te libère, parce qu'elle te sort du rôle de victime et te place dans celui d'apprenant. Parce que si chaque fois que tu te trompes, tu décides d'avancer avec un peu plus de clarté, alors l'erreur en valait la peine. Le problème, c'est qu'on nous a appris à craindre l'échec, à le cacher, à en avoir honte. Mais personne n'avance sans se salir. Personne ne s'améliore sans passer par l'inconfort. La clé est de savoir comment tu décides de l'affronter. Tu peux le traîner comme une chaîne ou l'utiliser comme une pierre sur laquelle tu appuies ton prochain pas. Alors, la prochaine fois que tu échoues, ne te brise pas. Ne te parle pas avec haine. Respire. Observe. Apprends. Et si tu peux, souris. Non pas parce que l'erreur ne fait pas mal, mais parce que tu n'es plus le même qu'avant. Parce que maintenant tu comprends que cette épine n'est pas venue pour te couler, mais pour t'apprendre où tu dois faire plus attention. Et cela, même si on ne le voit pas sur le moment, fait partie de ta force. 8. Entre chaque jour dans la peau de ta meilleure version. Chaque jour est comme une scène vide. Tu décides quel rôle tu joues. Tu peux répéter le même personnage fatigué, qui se plaint, qui procrastine, qui agit par inertie. Ou tu peux te vêtir de l'attitude de quelqu'un qui est en pleine transformation. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de choisir. Parce que ta meilleure version n'est pas un point lointain où tu arriveras un jour si tout se passe parfaitement. C'est une identité que tu peux adopter dès maintenant, même si tu ne te sens pas encore prêt, même si tout n'est pas résolu, même si tu es encore en train de te construire. Beaucoup attendent de devenir cette version idéale, comme si c'était un objectif futur. Mais la vérité est que cette identité se forge chaque fois que tu décides d'agir à partir d'elle. Chaque fois que tu te demandes comment réagirait la personne que je veux être, et que tu le fais. N'attends pas de te sentir transformé pour commencer à te comporter différemment. Commence à te comporter différemment et la transformation s'accélérera, parce que le corps s'adapte à ce que tu fais régulièrement. Et ton caractère aussi.
Les stoïciens n'attendaient pas d'avoir le contrôle de tout pour vivre avec vertu. Ils choisissaient chaque jour de pratiquer la sagesse, la tempérance, le courage et la justice, malgré le chaos extérieur. Cette pratique constante, et non la perfection, est ce qui les renforçait. Tu peux aussi le faire. Tu peux choisir, dès que tu ouvres les yeux, comment te positionner face au monde. Non pas en pilote automatique, mais avec intention. Avec la conscience de qui tu décides d'être aujourd'hui. Se vêtir de ta meilleure version ne signifie pas agir comme si tu étais parfait. Cela signifie répondre avec engagement. Avec une mentalité ferme qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion ou le découragement. Parce qu'il y aura des jours difficiles, et beaucoup. Mais c'est dans ces jours-là qu'il est le plus important de se rappeler qui tu choisis d'être. Parce que cette identité ne se définit pas dans les jours faciles. Elle se démontre dans les moments inconfortables. Quand c'est difficile. Quand personne ne regarde. Quand ton ancienne version veut revenir. Et oui, il est plus confortable de vivre dans ce que l'on connaît. Mais le confort ne transforme pas. Le confort maintient. Et si ce que tu cherches est vraiment de changer, tu dois sortir tous les jours dans le monde comme quelqu'un qui est déjà engagé dans ce changement. Avec une posture, un regard clair, des actions qui reflètent une direction. Parce que personne ne construit quelque chose de nouveau en répétant les mêmes décisions de toujours. Cela ne signifie pas que tu ne vas jamais tomber. Mais quand tu le fais, relève-toi sans revenir à l'ancien rôle. Ne dis pas « j'ai déjà échoué, ça ne fait rien ». Dis « je n'ai pas encore fini, je continue à choisir cette version ». Parce que chaque chute est aussi une opportunité de choisir à nouveau qui tu es. Chaque jour est une nouvelle scène, une page blanche, une opportunité de réaffirmer cette identité que tu es en train de créer. Fais-le même si personne ne le voit, même si personne ne te le reconnaît, même si tu ne le sens pas encore tout à fait à toi. Parce que plus tu agis à partir de cette version, plus elle devient réelle. Elle s'insinue dans ta peau, dans ton langage, dans ta posture, dans ton regard. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te rends compte. Tu ne joues plus. Tu es devenu cela. Non pas par chance, non pas par inspiration, mais parce que chaque jour, tu as décidé d'entrer dans la peau de ta meilleure version sans attendre des conditions parfaites. Et c'est cela, au final, qui transforme vraiment. Sais-tu ce qui a plus d'impact que n'importe quel discours motivant? Le changement qui se remarque sans que tu dises un seul mot. Lorsque tu décides de te reconstruire dans le silence, sans applaudissements ni témoins, tu commences à générer une présence qui ne peut être feinte. Tu n'as pas besoin de crier que tu as changé, car ton énergie parle d'abord. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Alors que beaucoup sont là-bas à se vendre, tu es ici à te cultiver. Alors qu'ils cherchent de l'attention, tu forges ton propre respect. Alors qu'ils se battent pour la validation, tu te perfectionnes en silence. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, ni des phrases d'auto-assistance vides. C'est une décision ferme, presque brutale, de te reconstruire depuis les fondations. Et ce n'est pas facile. Car pour vraiment changer, il faut perdre des versions de toi que tu as autrefois aimées, lâcher des excuses qui te réconfortaient et arrêter d'attendre que le monde te donne la permission. Il n'y a pas de raccourcis ici. Il y a de la discipline. Il y a de l'intention. Et il y a un respect si profond pour toi-même que tu es obligé de ne pas rester où tu es. Il ne s'agit pas d'esthétique vide, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit d'être fort. Il ne s'agit pas de bien parler, il s'agit de marcher avec clarté. Et cela ne peut être accompli qu'avec un travail interne, avec concentration, avec des décisions quotidiennes que personne ne voit, mais que tu connais. Parce qu'au final, celui qui se transforme vraiment ne cherche pas à être vu, il cherche à être en paix. Maintenant, je vais te le dire clairement, si tu attends de la motivation externe, ce n'est pas ton moment. Mais si tu es prêt à faire taire le bruit, à regarder à l'intérieur et à transformer ton reflet depuis la racine, alors reste. Parce que ce qui vient n'est pas pour se montrer, c'est pour se soutenir. Tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton énergie, de ton apparence et de ta présence sans mendier de l'attention.
sans demander la permission et sans te perdre en chemin. Cela commence ici, dans le silence, avec force, avec conscience, avec un stoïcisme réel. 1. Éteins les voix qui flétrissent ton reflet. Imagine que ton esprit est un miroir propre à l'aube, un reflet clair, intact, qui montre qui tu es vraiment. Mais tout au long de la journée, des gouttes d'eau sale commencent à tomber, des mots étrangers, des jugements, des comparaisons, des attentes. Petit à petit, ce miroir se ternit, se salit, et il arrive un moment où tu ne te vois plus. Tu ne vois que ce que les autres projettent sur toi. Et alors tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne te reconnais plus quand tu te regardes dans le miroir. Le problème n'est pas dans le reflet, il est dans les voix qui l'ont contaminé. Chaque fois que tu permets que les opinions des autres pèsent plus que ton jugement, tu cèdes de l'espace à cette saleté mentale. Chaque fois que tu te définis par ce que disent les autres, tu t'éteins un peu plus. Il y a des gens qui ne parlent pas pour t'aider, ils parlent pour te réduire, pour te faire douter, pour te maintenir à leur niveau. Et si tu n'as pas le caractère pour filtrer ce que tu entends, tu finis par traîner des idées qui ne t'appartiennent pas. Tu finis par croire que tu n'es pas assez, que tu es en retard, que tu ne mérites pas, que tu as besoin de changer pour plaire, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de te déconnecter du bruit. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la survie. Parce qu'il y a des voix qui flétrissent. Il y a des commentaires qui, si tu les laisses entrer, prennent racine et deviennent des limites. Le premier acte d'amour-propre réel n'est pas de bien s'habiller, ni de se regarder dans le miroir avec des affirmations vides. C'est d'apprendre à fermer la porte à ceux qui ne savent que contaminer ta perception. La discipline commence là, à t'entraîner à ne pas absorber tout ce que tu entends, à comprendre que toutes les opinions ne valent pas, que tout le monde n'a pas l'autorité pour te dire qui tu es. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, réagissant à chaque critique, modifiant leur comportement pour plaire, collectionnant la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais celui qui veut vraiment se transformer doit rompre ce cycle. Tu ne peux pas te polir si tu es collé au jugement de ceux qui n'ont jamais fait le travail de se regarder à l'intérieur. Tu ne peux pas avancer si tu portes les étiquettes que d'autres t'ont collées par commodité ou par ignorance. Tu dois faire taire ces voix, pas avec des cris ou des confrontations inutiles, mais avec présence, avec une transformation si claire qu'il n'y a plus de place pour le doute. N'explique rien, ne justifie rien. Commence simplement à travailler sur toi avec un tel engagement que les critiques sonnent comme des échos lointains sans pouvoir. Les gens vont donner leur avis quoi que tu fasses. Alors laisse-les donner leur avis pendant que tu construis. Laisse-les parler pendant que tu guéris. Laisse-les juger pendant que tu nettoies ton reflet. Le silence est aussi un langage. Et quand il est ferme, quand il naît d'un processus réel, il peut devenir plus fort que n'importe quel mot. Ton reflet se nettoie lorsque tu apprends à choisir ce qui entre dans ton esprit, lorsque tu décides que tu ne laisseras plus le bruit des autres dicter le volume de ta vie. Si tu dois disparaître un moment pour te revoir clairement, fais-le. Si tu dois couper des liens pour retrouver ton centre, fais-le. Si tu dois décevoir les autres pour arrêter de te trahir, fais-le aussi. Tu n'es pas ici pour porter les voix des autres, tu es ici pour retrouver la tienne. Celle que tu as oubliée, celle qui te fait avancer, celle qui te dit à voix basse, continue, tu n'as pas encore montré la moitié de ta lumière. Mais pour que cette voix ressurgisse, tu dois éteindre celles qui flétrissent. Et une fois que tu l'as fait, le reflet s'éclaircit. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es enfin revenu à toi. 2. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reviens à toi-même. Il y a des gens qui vivent avec les fenêtres ouvertes toute la journée, laissant entrer la poussière, la fumée, les voix de la rue et même le jugement de ceux qui ne connaissent même pas leur histoire. Avec le temps, la maison devient inhabitable. Ce n'est plus un refuge, c'est une extension du chaos extérieur. Il en va de même pour l'esprit. Si tu n'apprends pas à fermer la fenêtre au bruit extérieur, tu finis par vivre dans un espace qui n'est pas le tien.
rempli d'idées empruntées, d'exigences que tu n'as pas choisies et de normes qui ne te représentent pas. Et puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, confus, déconnecté. Parce que tu ne t'habites pas, tu survis au milieu de ce que les autres ont laissé entrer. Il y a trop de gens qui donnent leur avis, trop de contenu qui distrait, trop d'attentes sur la façon dont tu devrais être, t'habiller, agir, progresser. Chaque voix que tu écoutes sans filtre est une petite invasion de ton intimité mentale. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la récupération de l'espace intérieur. Et pour y parvenir, tu dois commencer à poser des limites. Tu ne peux pas construire une vie cohérente si chaque jour tu reçois des opinions qui contredisent ce que tu sais déjà. Tu ne peux pas garder ton énergie propre si tu permets à n'importe quoi d'entrer simplement pour ne pas sembler distant. Il y a des moments où la distance n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ferme la fenêtre. Ne laisse plus entrer le bruit. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tout le monde pense. Tu n'as pas à consommer la vie des autres comme si c'était un miroir de ce qui te manque. Chaque seconde que tu passes à te soucier de l'extérieur est du temps que tu perds à te connaître. Quand a été la dernière fois que tu as été avec toi sans interruption? Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment écouté sans l'écho de ce qu'on attend de toi? Si tu ne peux pas répondre à cela, il est temps de revenir à toi. Le monde veut que tu sois disponible, divertissant, distrait, mais celui qui se transforme vraiment apprend à disparaître. Apprend à dire non, à fermer les réseaux, à éteindre le téléphone, à ne pas répondre pendant un moment. Non par arrogance, mais par nécessité. Tu récupères ta maison, tu nettoies ton espace, et cela ne se fait pas si tu es ouvert à tout. Celui qui ne met pas de filtre se contamine. Et ensuite, il finit par agir par inertie, désirant ce dont il n'a pas besoin, imitant ce qui ne le représente pas, vivant une vie qui n'est pas la sienne. Revenir à soi est une pratique quotidienne. Ce n'est pas t'isoler du monde, c'est te reconnecter à ce qui compte. C'est prendre des décisions conscientes sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu permets d'entrer. C'est choisir avec quoi tu nourris ton esprit, ton corps, ton énergie. Et pour cela, il faut apprendre à fermer des portes. Parfois, cela implique de s'éloigner des personnes qui te distraient plus qu'elles n'ajoutent. D'autres fois, cela implique d'arrêter de suivre des comptes, d'arrêter de répondre à des messages qui n'apportent rien, d'arrêter de chercher des stimuli qui ne font que t'endormir. Parce que plus tu construis de silence à l'intérieur, plus la clarté commence à émerger. Et avec la clarté vient la direction. Il y a ceux qui te traiteront d'égoïste pour te prioriser, de froid pour te déconnecter, d'étrange pour vouloir la paix. Laisse-les. Celui qui ne connaît pas le chaos interne ne comprend pas la valeur du silence. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour grandir. Et cette croissance ne se crie pas, elle se cultive. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reste avec toi. Apprends à apprécier ta propre compagnie, ton propre processus, tes propres silences. Parce que c'est dans cet espace intime que se forge la présence réelle. Pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui transmet le respect sans avoir à parler. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin d'être validé parce que tu es revenu à toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. 3. Sculpte ton corps comme un acte de respect silencieux. Un sculpteur ne crie pas pendant qu'il travaille, il ne fait pas de bruit, ne se vante pas, ne cherche pas l'attention. Il prend simplement le bloc brut, visualise ce qu'il y a à l'intérieur et commence à sculpter. Jour après jour, coup après coup, millimètre par millimètre. Le marbre ne se transforme pas en art avec précipitation ou avec des mots. Il se transforme avec intention, avec discipline, avec cette force silencieuse qui n'a pas besoin de témoins. Ainsi doit être le processus avec ton corps. Non pas comme une punition, non pas comme une obsession, mais comme une forme de respect. Car habiter un corps fort, propre et soigné n'est pas de la vanité. C'est une déclaration silencieuse que tu es éveillé, présent et engagé envers toi-même. Il y a quelque chose de profondément puissant à travailler ton corps sans l'annoncer. À aller à la limite, sans le publier, sans te comparer, sans attendre que personne ne l'apprécie.
Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Pour rester ferme dans un monde qui veut te voir faible. Pour te rappeler chaque matin que oui, tu peux dominer la paresse, que oui, tu peux te tenir au milieu de l'inconfort. Parce que lorsque tu renforces le corps, tu renforces aussi l'esprit. Et quand l'esprit est clair, tes décisions cessent de dépendre du chaos émotionnel. Tout commence par la façon dont tu te prends en charge, par la façon dont tu te confrontes à toi-même à ce moment où personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de la salle de sport la plus chère, ni du corps le plus parfait. Tu as besoin de décisions. Tu as besoin de créer l'habitude de bouger, de te pousser, de te surpasser un peu chaque jour. Le corps est comme le caractère, il se forme avec la répétition, avec la constance, avec l'inconfort. Si chaque fois que tu te sens paresseux, tu abandonnes, alors tu as déjà perdu avant de commencer. Mais si chaque fois que tu te sens paresseux, tu décides de bouger quand même un peu, tu entraînes plus que tes muscles. Tu entraînes ta volonté. Et non, il ne s'agit pas de s'obséder avec une image. Il s'agit de construire un corps qui te soutient, qui reflète l'ordre, la santé, la présence. Un corps qui n'a pas besoin de parler, qui transmet la sécurité par lui-même. La peau ferme, le dos droit, les pas décidés. Tout cela communique sans besoin de mots. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Pas dans l'esthétique superficielle, mais dans ce que tu projettes lorsque tu sais que tu te tiens à tes engagements, que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, que tu ne te trahis pas. Beaucoup cherchent à changer depuis l'esprit, mais oublient le corps. Et le corps garde aussi des émotions, des histoires, des traumatismes qui ne se libèrent que lorsque tu décides de le bouger, de le respirer, de le défier. Chaque goutte de sueur est une façon de lâcher du poids émotionnel. Chaque répétition est une affirmation de pouvoir interne. Chaque entraînement est un rituel silencieux où tu réaffirmes ton engagement. Si ton corps est le temple, alors prends-en soin comme tel. Non pas pour le montrer, mais pour l'habiter avec dignité. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour le faire. En fait, moins tu en parles, plus il t'appartient. La vraie force ne se crie pas, elle se remarque. Le véritable respect ne s'exige pas, il se projette. Et cela commence par la façon dont tu traites ton corps lorsque personne ne regarde. Le négliges-tu ou l'élèves-tu? L'utilises-tu comme une échappatoire ou comme une base de construction? Chaque décision compte, chaque mouvement s'ajoute. N'attends pas le moment parfait. Le corps se sculpte au milieu de la fatigue, au milieu de la douleur, au milieu du silence. Fais-le pour toi, pour ce toi qui émerge, pour ce toi qui mérite de se sentir fort, stable, connecté. Sculpte ton corps comme si tu étais ce sculpteur qui sait exactement ce qu'il y a sous la pierre, parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, et il attend que tu le libères, non pas avec des mots, mais avec de l'action. Une action ferme, constante et silencieuse, comme il se doit. 4. Fais de ta peau, tes cheveux et ton regard ta lettre invisible. Un jardin abandonné n'a pas besoin de crier qu'il a été négligé, il suffit de regarder ses feuilles flétries, la poussière accumulée, la couleur terne. De la même manière, tu n'as pas besoin de dire grand-chose pour montrer dans quel état tu te trouves. Ta peau parle, tes cheveux parlent, ton regard aussi. Tout en toi communique, même lorsque tu décides de rester silencieux. Ce que tu négliges, ça se voit. Ce que tu prends soin, ça se voit aussi. L'apparence n'est pas seulement esthétique, elle est le reflet de ton lien avec toi-même. Et même si beaucoup veulent feindre la confiance par les vêtements ou l'attitude, la vérité se voit toujours dans les détails que tu ne peux pas feindre. Il ne s'agit pas de paraître parfait, il s'agit de montrer que tu te respectes. Une peau propre, hydratée, soignée, n'a pas besoin de maquillage pour imposer sa présence. Des cheveux bien coiffés ou simplement propres n'ont pas besoin de luxe pour transmettre l'ordre. Un regard ferme, clair, reposé, peut en dire plus que 1000 phrases motivantes. Il y a quelque chose dans le soin physique qui va au-delà de l'extérieur. C'est une façon de dire au monde, oui, je suis là et je me valorise assez pour ne pas m'abandonner. Non par vanité, mais par cohérence.
Prendre soin de toi ne devrait pas dépendre de qui te regarde. Tu ne devrais pas te préparer seulement pour plaire, seulement pour te plaire. Tu devrais le faire parce que tu en as besoin. Parce que lorsque tu es aligné à l'extérieur, tu te mets aussi en ordre à l'intérieur. Parce que nettoyer ton visage, te coiffer avec intention, vérifier ta posture, t'hydrater, choisir comment tu te présentes chaque jour, sont des moyens petits mais puissants de maintenir ton centre. Personne n'a à le voir, personne n'a à le remarquer, mais toi tu le sais, et cela suffit. Beaucoup pensent que changer de vie commence par de grandes décisions, mais cela commence presque toujours par de petites choses. Quand tu décides de te lever et de te laver le visage calmement, quand tu choisis de mettre des vêtements qui te font te sentir digne, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que tu es constant, que tu ne te laisses pas tomber. Le soin personnel n'est pas un luxe, c'est une déclaration de respect. Et dans le silence, il devient l'une de tes armes les plus puissantes, parce que les gens le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es différent. Il suffit que ta présence le dise pour toi. Les gens ne comprennent pas toujours comment, mais ils sentent quand quelqu'un est revenu à lui-même. Ils le perçoivent dans la peau sereine, dans les cheveux qui reflètent l'ordre, dans le regard qui ne dévie plus. Tu peux parler à partir de tes choix quotidiens, de la façon dont tu marches, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu te tiens. La transformation profonde ne s'annonce pas, elle s'incarne. Et chaque geste de soin de soi ajoute de la force à cette présence. Il y en a qui vont minimiser. Ils te diront que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est ce qui est à l'intérieur. Et oui, l'intérieur est clé. Mais l'extérieur compte aussi, car il est une extension de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu es brisé, tu le montres. Si tu es connecté, tu le montres aussi. Et il ne s'agit pas d'une obsession de l'image, mais d'une décision sur la façon dont tu veux te présenter au monde, même lorsque tu ne dis pas un seul mot. Celui qui se respecte n'a pas besoin de fioritures exagérées, il a juste besoin de cohérence. Et cette cohérence se construit à partir de chaque habitude de soin que tu choisis de maintenir, même les jours où tu n'en as pas envie. Fais de ta peau ton armure propre, de tes cheveux ton symbole d'ordre, de ton regard ton langage ferme. Tu n'as pas besoin de crier les changements. Assure-toi simplement que lorsque l'on te voit, peu importe le moment, on peut percevoir que tu t'appartiens, que tu es revenu à toi, qu'il y a une décision silencieuse derrière chaque détail. Et cela, crois-moi, se remarque plus que n'importe quel mot, parce que celui qui prend soin de ce que les autres ne voient pas crée une force qui ne se discute pas. Elle se perçoit et elle se respecte. 5. Tiens ton corps comme si tu étais déjà celui que tu es en train de construire. Un acteur, avant de monter sur scène, répète non seulement ses répliques, mais aussi sa posture, sa façon de marcher, sa respiration. Parce qu'il sait que le corps communique bien avant les mots. Mais tu ne joues pas, tu t'entraînes à une version réelle. Et pourtant, tu devrais te déplacer dans le monde comme si tu étais déjà cette personne que tu travailles à devenir. Parce que si tu attends de changer à l'intérieur pour commencer à changer à l'extérieur, tu es en retard. Parfois, tu as besoin de commencer à l'envers. Redresser le dos avant de croire en toi. Marcher fermement avant d'être complètement sûr. Respirer profondément avant de ressentir le calme. Faire semblant d'être en contrôle jusqu'à ce que tu le sois vraiment. Non pas comme un mensonge, mais comme un pont vers ce que tu construis. La façon dont tu te déplaces en dit long sur ta relation avec toi-même. Si tu traînes les pieds, si tu voûtes les épaules, si tu regardes le sol tout le temps, le corps devient le reflet d'un esprit éteint. Mais si tu lèves le menton, si tu marches avec une direction, si tu tiens l'abdomen, si tu alignes les épaules, si tu fais un contact visuel sans trembler, tu envoies des signaux silencieux au monde et aussi à toi. Peu importe si tu te sens encore faible, le corps peut aider l'esprit à croire que tu ne l'es plus. Les stoïciens ne parlaient pas d'image, ils parlaient de présence. Et la présence se travaille. Elle se construit lorsque tu décides de ne pas bouger par peur, mais par intention. Lorsque tu ne te caches pas à l'intérieur du corps, mais que tu l'habites avec fermeté.
Personne ne va te donner de la sécurité, personne ne va te donner la permission de te sentir digne. C'est toi qui choisis chaque matin comment te présenter. Et tu le fais depuis le physique, depuis le concret, depuis ce que tu contrôles. Tu peux avoir 1000 pensées confuses, mais si tu corriges ta posture, tu as déjà fait le premier pas. Si tu régules ta respiration, tu as déjà pris le deuxième. Si tu marches comme si ton espace avait de la valeur, l'environnement commence à le remarquer, même avant toi. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la façon dont ils tiennent leur corps. Ils pensent que la transformation est uniquement mentale et émotionnelle, mais ils oublient que le corps est le véhicule. Et si ton véhicule est effondré, tendu, rétréci, désordonné, il sera difficile d'avancer avec clarté. Tu dois t'aligner, tu dois te déplacer comme si tu étais déjà le résultat. Non par arrogance, mais par détermination. Parce que tenir ton corps est une façon de montrer du respect pour ce que tu construis. Tu ne peux pas dire que tu te transformes tout en marchant comme si tu portais une défaite sur ton dos. Marche comme si ton énergie n'était pas négociable. Que tu ailles au travail, à la salle de sport ou simplement dans la rue, fais-le comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Tu n'as pas besoin d'exagérer, tu n'as pas besoin de t'imposer. Habite simplement ton corps avec plus d'intention. Fais en sorte que chaque pas, chaque mouvement, chaque geste parle de quelqu'un qui est présent, qui est éveillé, qui ne renonce pas. Et même si tu as des doutes à l'intérieur, même si tu es encore en train de guérir des blessures, même si tu n'es pas encore arrivé où tu veux, comporte-toi comme quelqu'un qui est en chemin. Parce que c'est ce que tu es. Un projet en construction qui n'attend pas d'être terminé pour commencer à marcher avec assurance. Ne t'abandonne pas dans le processus. Ne te déplace pas depuis l'insécurité. Ne porte pas ton corps comme si c'était un fardeau de plus. Tiens-le avec fierté, avec soin, avec décision. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te rapproches de cette version de toi qui ne se cache plus, qui ne se traîne plus, qui ne s'excuse plus d'occuper de l'espace. Et cette version a besoin d'un corps qui soit à la hauteur, pas demain, aujourd'hui. Commence par la façon dont tu te tiens, et le reste commence à s'aligner. 6. Habille-toi comme quelqu'un qui honore le présent, pas comme quelqu'un qui cache le passé. Un guerrier ne met pas son armure pour se cacher, il la met pour se rappeler qui il est, pas pour dissimuler des blessures, mais pour protéger ce qu'il a déjà surmonté. C'est ainsi que tu devrais t'habiller, pas comme quelqu'un qui cherche à s'intégrer, ni comme quelqu'un qui essaie de cacher la honte d'hier, mais comme quelqu'un qui honore le point où il se trouve, sans prétendre, sans exagérer, sans déguiser. Les vêtements, les couleurs, les détails que tu choisis chaque jour en disent plus sur ton état intérieur que n'importe quelle phrase que tu publies. Et si tu ne fais pas attention à la façon dont tu t'habilles, tu ne fais probablement pas non plus attention à la façon dont tu te sens avec toi-même. Il ne s'agit pas de mode ou de luxe, il s'agit de présence, de cohérence, de ce geste silencieux qui montre que tu ne te laisses pas tomber, même si tu es en processus. Parce qu'il y a ceux qui utilisent les vêtements pour attirer l'attention, mais il y a aussi ceux qui les utilisent pour se cacher. Et aucun des deux extrêmes ne reflète une véritable transformation. Ce que l'on cherche ici, c'est autre chose. C'est de choisir consciemment comment tu veux te présenter au monde sans traîner le poids de ce que tu as été, sans dissimuler les insécurités ni cacher les cicatrices. Simplement te montrer à partir d'un lieu de dignité silencieuse. S'habiller ne devrait pas être un acte automatique. Cela devrait être une affirmation. Je suis ici, je suis éveillé, je suis présent. Même si je ne suis pas encore qui je veux être, je mérite de m'habiller avec respect. Même si je n'ai pas les meilleurs vêtements, je peux les garder propres, bien entretenus, bien assortis. Même si mes vêtements ne sont pas chers, je peux les porter comme si je savais que je vaux plus que n'importe quelle étiquette. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu portes, c'est l'intention avec laquelle tu le portes, la façon dont tu marches avec ça, la façon dont tu te sens pendant que tu le portes, c'est ce qui transmet. S'habiller consciemment est aussi une façon de fermer des cycles. Il y a des gens qui continuent à porter des vêtements qui leur rappellent des périodes où ils se sentaient faibles, perdus ou brisés.
Il y a ceux qui mettent la première chose qu'ils trouvent, non pas parce qu'ils sont à l'aise, mais parce qu'ils ne croient plus que cela vaut la peine de faire des efforts. Mais si tu es ici, si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose en toi veut encore plus. Tu veux encore retrouver cette version de toi qui se sent bien dans sa propre peau. Et une partie de cela est de choisir de t'habiller comme quelqu'un qui ne vit plus coincé dans le passé. Commence par nettoyer ton placard. Enlève ce qui ne représente plus ton présent. Garde ce qui t'élève, ce qui te convient, ce qui te rappelle que tu mérites d'être bien. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements. Tu as besoin d'intention, d'ordre, de clarté. Et surtout, d'une posture interne qui te fait marcher comme quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Parce qu'il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de cesser de te cacher. Il s'agit de construire une image qui est alignée avec ton avancement. Regarde-toi avant de sortir. Non par vanité, mais par respect. Demande-toi si ce que tu portes reflète l'engagement que tu prends avec toi-même. Et si ce n'est pas le cas, change-le. Non pas pour faire semblant, mais pour te reconnecter. Fais-le en silence. Fais-le pour toi. Parce que quand tu t'habilles à partir du présent, le passé commence à te lâcher. Tu n'as plus besoin de le cacher. Tu ne le traînes plus. Tu décides chaque jour de te montrer comme quelqu'un qui a choisi d'avancer. Et ce choix, bien qu'il semble petit, a du pouvoir. Parce que celui qui prend soin de ce qu'il montre à l'extérieur, travaille aussi ce qu'il soutient à l'intérieur. Alors, ne t'habille pas pour plaire ni pour te cacher. Habille-toi comme quelqu'un qui honore ce qu'il construit, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas terminé son chemin, mais qui n'a plus l'intention de marcher courbé par ce qu'il a vécu. Ce que tu as été est déjà passé. Aujourd'hui, tu t'habilles comme quelqu'un qui choisit qui il va être. Et ça se voit, même si tu ne dis rien. 7. Que ton silence soit l'écho d'une transformation irréversible. Lorsqu'une montagne change de forme sous l'érosion du temps, elle ne l'annonce pas. Elle ne se plaint pas du vent ni de l'eau. Elle se transforme simplement. Et ce qui était autrefois tranchant devient courbe. Ce qui était autrefois fragile devient roche solide. C'est ainsi que se produit la véritable transformation. Silencieuse, constante, inévitable. Elle ne cherche pas l'attention, ne se justifie pas, n'attend pas l'approbation. Elle avance simplement, parce que lorsque le changement est réel, il n'a pas besoin d'explication. Celui qui crie ce qu'il fait cherche encore la reconnaissance. Celui qui a vraiment changé ne discute plus, il est simplement. Et c'est ce que tu dois chercher. Que ton silence devienne la preuve vivante que tu ne reviendras pas en arrière. Beaucoup de gens confondent le bruit avec le progrès. Ils pensent que si ce n'est pas publié, ça ne compte pas. Que si ce n'est pas partagé, ce n'est pas réel. Mais la vérité est que le processus le plus profond se produit toujours lorsque personne ne regarde. Le muscle se développe à l'entraînement, pas sur la photo. L'esprit se renforce dans l'inconfort, pas dans la phrase motivante. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pendant que tu es en construction. Tu as juste besoin de décider que tu ne seras plus jamais qui tu étais. Il y aura ceux qui voudront te provoquer pour voir si tu es toujours le même. Il y aura ceux qui essaieront de te ramener à l'ancien scénario que tu jouais. Mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas ici pour répéter des schémas, tu es ici pour les briser. Et cette rupture se produit en silence. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le drame, chaque fois que tu t'éloignes sans expliquer, tu entraînes une force qui ne s'achète ni ne s'enseigne, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour savoir qui il est. Tais-toi, mais pas par peur, mais par conviction. Le silence devient puissant lorsqu'il est rempli d'intention. Chaque jour que tu passes, sans te justifier, sans chercher l'attention, sans mendier la validation, tu en dis plus que n'importe quel discours. Tu dis « je change », non pas pour te convaincre, mais parce que je ne peux plus rester le même. Et cela se voit. On le voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes limites, dans ton énergie. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'émet pas d'avertissement.
Elle ne supplie pas d'être comprise. Elle se produit simplement. Comme la marée qui change la forme de la côte avec une patience brutale, tu es cette marée, tu es ce changement. Fais que ton silence le reflète, qu'il devienne un écho ferme, impossible à ignorer, non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de parler. Parce que ce que tu construis s'impose de lui-même, parce que maintenant ta présence pèse plus que n'importe quel mot, parce que maintenant tu n'es plus qui tu étais. Et cela, sans rien dire, change tout. 8. Protège ce qui a fleuri en t'éloignant de ce qui l'a autrefois flétri. Une fleur ne retourne pas au sol qui l'a desséchée. Peu importe si ce sol a été fertile à un moment donné, si elle n'obtient plus ce dont elle a besoin, elle se détache, s'éloigne, cherche la lumière dans une autre direction. Et tout comme la nature ne négocie pas avec ce qui lui fait du mal, tu ne devrais pas le faire non plus. Si tu as travaillé pour fleurir, si tu as construit quelque chose en toi qui commence enfin à se sentir stable, fort, vivant, alors tu as la responsabilité de le protéger, de ne pas retourner à ce qui a autrefois éteint ton énergie, de t'éloigner des environnements, des personnes et des routines qui te ramenaient encore et encore au même puits. Se transformer est difficile, mais il est encore plus difficile de maintenir ce que tu as accompli. Parce que lorsque tu changes, le monde que tu tolérais auparavant ne convient plus, et les tentations de retourner ne manqueront pas. Les amis qui ne te cherchent que lorsque tu ne vas pas bien, les habitudes qui te promettent un réconfort rapide mais te laissent vide, les dynamiques qui te ramènent à la version faible de toi-même. Tu ne peux pas permettre que cela ait une autre chance. Ce qui a fleuri en toi n'est pas négociable. Ce n'est pas en vente. Il n'est pas exposé au jugement ni à l'usure. Il est pris en charge. Il est honoré. Il est défendu. T'éloigner ne fait pas toujours mal à cause de ce que tu laisses derrière toi, mais à cause de ce que cela te rappelle. Parce qu'en quittant certains endroits ou en coupant certains liens, tu ne fais pas que fermer des cycles, tu affrontes aussi des versions passées de toi qui veulent encore être entendues. Mais tu n'es pas ici pour rester là où tu as été petit. Tu es ici pour construire une vie plus grande que tes blessures. Et cette vie nécessite de l'espace, elle nécessite du silence, elle nécessite des décisions fermes. Il y aura ceux qui te traiteront de froid, distant, ingrat. Laisse-les. Seul toi sais ce que tu as dû faire pour sortir de là où tu étais. Seul toi sais les nuits où tu as dû te battre avec toi-même pour ne pas céder. Seul toi sais ce qui a fleuri. Et personne d'autre n'a le droit de donner son avis sur la façon dont tu le protèges. Si t'éloigner te donne la paix, alors c'est par là. Si fermer une porte te donne de la stabilité, alors fais-le sans hésiter. Si voir moins certaines personnes te redonne de l'énergie, alors c'est de l'amour propre, même si ça fait mal, même s'ils ne comprennent pas. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta nouvelle version. Tout ne doit pas rester le même simplement parce que c'était toujours ainsi. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est savoir que tu ne peux pas continuer à arroser des jardins où il n'y a jamais eu de fleurs. C'est comprendre que le respect de soi se reflète aussi dans les limites que tu poses. Et ces limites n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se maintiennent, elles se vivent, elles se défendent sans élever la voix. Ce qui a fleuri en toi est précieux. Et celui qui le valorise en prend soin. Tu n'es plus sur le même terrain, tu n'es plus la même racine. Maintenant tu sais ce qui te nourrit, maintenant tu reconnais ce qui te flétrit. Et cette clarté est ton guide. Suis-la. Même si tu dois t'éloigner, même si tu dois recommencer, ta nouvelle paix n'est pas négociable. Prends-en soin comme si c'était la seule chose que tu as, parce qu'en réalité, c'est le cas.